Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Source. Ça faisait un petit moment, Big Rusty, je sais pas le dernier qu'on a fait, je crois que c'était la semaine dernière, non? Mais démons-nous possible des Saturday Night. Mais en tout cas, nous vous délaissons, mais pas pour longtemps, puisque là, ça y est, Dana White, comme il a l'habitude de le faire, a fait de multiples annonces pour les prochains combats de l'UFC. C'est intéressant parce que il n'y a pas de banger ultime, mais c'est des chocs qui sont intéressants. On va en parler avec Big Rusty, des combats qui sont intrigants et qui montrent que, ok, on a un petit peu passé le premier trimestre complètement fou de l'année 2023, mais l'UFC en a sous le coude avec des combats qui, vous n'allez peut-être pas les regarder en direct, mais vous les regardez certainement le dimanche matin, tranquillement, quand vous voulez. Le vrai. Wow. Les vrais. Wow, c'est très Les vrais bon. savent. Les vrais savent. Allez, générique. Soit. Paris sur le MMA avec une Unibet. Quelle sera l'issue du combat? Une soumission? Un KO? Paris sur les meilleures cotes avec une Unibet. Big Rusty, Dana White a annoncé tous les combats. Il y a eu aussi l'officialisation de Nassourdine contre Chris Curtis. Justement, sur cette UFC 289 à Vancouver, on peut peut-être commencer par ça. Une carte où il y a un main event. Juliana Peña contre Amanda Nunes 3. Je pense que, tout le monde s'en fout, hein. Ouais. Tout le monde s'en fout après ce qui s'est passé au deuxième combat où Amanda Nunes a remis les pendus à l'heure. Là, ça y est, tout le monde sait un peu quel était le niveau de chacune. Mais ce qui est intéressant, c'est le reste de la carte avec en main event. Donc, on rebook Charles Oliveira contre Benil Dariush, extrêmement intéressant pour la catégorie lightweight. On a dit Nassourdine Imavov contre Chris Curtis, mais il y a d'autres combats, Rusty. Oui, il y a d'autres combats. Tu m'as surpris. Oh shit. Oh shit. Il y a d'autres Khalil combats. Roundtree. Alors déjà, Khalil Roundtree voilà, contre Chris Daukaus. qui descend de poids lourd, Chris Daukaus. Donc c'est prévu pour que ce soit justement le plus gros banger possible debout et qu'il y ait un KO à la fin de la journée. Il y a évidemment Wonderboy contre Michel Pereira. Ça, c'est pareil, c'est vraiment tu sens que c'est un combat qui a été fait pour les fans. Parce que c'est entre le génie du karaté, Stephen Thompson, et Michel Pereira, il fait absolument tout ce qui lui passe par la tête, même si c'est farfelu. Donc, c'est que des combats où tu te dis, ils ont voulu faire plaisir. Parce que c'est vrai que rien que Wonderboy versus Pereira, Oliveira contre Dariush, Chris Curtis contre Nassourdine et Chris Daukaus Roundtree, rien que ça, déjà, c'est effectivement un très gros fight night. Et du coup, bon, est-ce que c'est un numéroté? Est-ce que ça vaut? Pas forcément, mais énorme fight night. Et puis après, il y a que des petits trucs. Bon, genre Danige versus Nate Landwehr, c'est pareil, c'est encore un cran en dessous, mais c'est fait pour être un banger absolu. Nate Landwehr de Train, lui, il arrive, il finit tout le temps en sang. En plus, il est bon au micro. En plus, il est tout le temps spectaculaire. Enfin, c'est vraiment. En fait, ça fait bizarre de le dire, mais c'est une bonne grosse petite carte, mais c'est juste pas une carte du UFC numérotée, quoi. Et pour le reste, Rusty Dana White, donc dans sa vidéo, a annoncé tous les main events du mois de juin. Personnellement, à part, et donc on va en parler un petit peu plus en profondeur, à part le combat de Jack Hermanson, où je trouve que c'est un peu indigne même d'un Fight Night en main event, tout le reste c'est vraiment intriguant. Ah, tu m'as encore surpris. Alors attends, Hermanson Allen. Ouais. Donc après, c'est tous les deux des top 15. Hein. Donc, mais c'est vrai que, bon, voilà, c'est juste que maintenant, il faut s'y faire. L'UFC mettra probablement genre un UFC sur deux, un truc comme ça, où il y a quelques années, on aurait dit, ouais, c'est indigne d'un main event. Mais en fait, bon, bah maintenant, de toute façon, c'est ce qui sera un peu le lot commun. Et à part Hermanson Allen, il y a Hussein Ashkabov contre David Onama qui peut être un combat spectaculaire et intéressant. Et les autres main events du mois de juin, déjà effectivement, Belal Mohamed, alors c'est pas du mois de juin du tout ça, mais Belal Mohamed contre Gilbert Burns. Vas-y, franchement, je te casse là. Belal Mohamed contre Gilbert Burns, oui, Big Rusty, qui a été officialisé par Dana White. C'est le gros combat en short notice de l'UFC 288 début mai. C'est la première annonce de Dana White. Je ne sais pas quoi en penser. Parce que c'est vrai que, tu vois, je me suis refait un petit peu le run de Belal Mohamed qui devient quand même hyper impressionnant. Et là, c'est un peu... on sent vraiment...
le pauvre Belal Muhammad, parce que Gilbert Burns n'a rien à perdre dans ce combat-là, parce qu'il vient de s'imposer contre Masvidal. Clairement, je pense que s'il gagne, il a le title. Du côté de Belal Muhammad, je pense que c'est un petit peu, tu vois, l'opportunité inespérée pour rester un petit peu dans le train chez les welterweight, parce qu'on voit bien qu'il était écarté de la course au titre, puisqu'il y avait Colby Covington qui tenait quand même un petit peu la corde. Il y avait ensuite Masvidal en cas de victoire contre Gilbert Burns. Là, moi, je trouve que c'est très dur pour lui, et j'ai du mal à voir comment Belal Muhammad peut s'imposer aussi en si peu de temps, parce que là, il a quoi, 3 semaines pour se préparer pour un choc qui, stylistiquement, c'est... Enfin, moi, je trouve que c'est très chaud pour lui. Bah après, c'est ça qui est bien, c'est que déjà respect aux deux, parce que les deux ont dit OK en short notice. Gilbert Burns qui vient de combattre, tu l'as dit, Jorge Masvidal. Donc respect. En plus, Belal Mohamed, il a un peu hésité à prendre ce combat parce qu'il y avait peu de temps et beaucoup de kilos à perdre. Donc respect. Après, effectivement, ça va être intéressant de voir si Belal Mohamed peut faire ce qu'il fait de mieux, c'est-à-dire wrestle fuck un petit peu Gilbert Burns, le mettre au sol, l'y maintenir, l'immobiliser et le poncer. Voilà, sachant que la raison pour laquelle Khamzat a galéré, c'est aussi parce que Khamzat n'a pas réussi à faire du Khamzat contre Gilbert Burns, alors qu'il le fait avec tout le reste de l'univers. Donc, effectivement, ça risque d'être compliqué, en tout cas, de maintenir au sol Gilbert Burns et de faire vraiment quelque chose avec lui pour Belal Mohamed. Et debout, il a montré qu'il pouvait faire mal, il a un striking qui est peu académique et qui peut surprendre. Mais je pense quand même que Gilbert Burns fait plus mal et qu'il est même plus technique que Belal Mohamed. Alors, il a un style qui est un peu plus académique, mais il est quand même plus technique, je trouve. Peut-être le fait que ce soit en 5 rounds peut profiter à Belal Mohamed, qui a un style qui est moins explosif, qui est probablement un peu plus un style de besogneux sur la durée. Donc peut-être que après un premier round explosif, si jamais Gilbert Burns, entre guillemets, fait l'erreur de faire un premier round explosif, mais je dis l'erreur, mais d'un autre côté, ça se trouve, il peut mettre KO Gilbert Burns dès le premier round et c'est ce qu'il va essayer de faire. Pour vraiment, tu sais, comme là, il y a les histoires avec Colby Covington et que la catégorie welterweight, faut vraiment montrer qui est le patron parmi les contenders. Bah, peut-être que Gilbert Burns aura justement là l'envie de « Ok, j'arrive pour faire un vrai finish spectaculaire contre un mec que personne ne veut prendre ». Mais si c'est pas le cas et qu'il est un peu plus économe, Gilbert Burns, je pense que même en y allant tranquille, il peut dominer effectivement Belal Mohamed, pas en lutte, mais je dirais dans tous les domaines, dans le sens au sol. J'ai du mal à voir Belal Mohamed, même si on le dit tout le temps et je finirai là-dessus, mais on dit toujours, bah oui, mais même si Gilbert Burns est un génie du sol, il y a le sol de JJB, de grappling, et il y a le sol de MMA où un gros lutteur peut te neutraliser, te nullifier, même si c'est pas forcément plaisant à regarder. Donc peut-être que ça se passera, et peut-être que c'est ça que veut faire Belal Mohamed. Mais sinon, à part ça, effectivement, je mets quand même une piécette sur Gilbert. Ouais, c'est ça, c'est que Belal Muhammad en soi, il est excellent au sol, mais c'est pas le meilleur de la catégorie. Il brille surtout par ses game plans et l'application des game plans. Et c'est vrai que contre Gilbert Burns, qui a réussi à vraiment nullifier la lutte de Khamzat, je ne vois pas comment ça peut arriver. Belal Muhammad qui avait fait une très belle prestation contre Sean Brady où justement là il avait maintenu le combat debout. Je vois pas non plus réussir à mettre en place la même chose contre notre ami Pom Gilbert Burns, parce que Gilbert Burns aussi, tu vois, c'est là où moi je loue tout le temps tous ses progrès depuis sa défaite contre Khamzat, contre Kamaru Usman, c'est qu'il y a eu ce combat aussi contre Wonderboy, ou même contre Wonderboy, il a pas eu tant besoin que ça, tu vois, on pouvait s'attendre à un Gilbert Burns qui allait exclusivement utiliser son sol, mais pas vraiment, tu vois, il a juste eu besoin d'instaurer un petit peu cette menace de changement de niveau pour ensuite réussir à combattre à son rythme face à Wonderboy, et même à la fin, il se permettait de faire des choses debout qu'on n'aurait pas pensé possible d'un mec face à Wonderboy. Donc c'est pour ça que moi vraiment je me dis traquenard pour Belal Muhammad, mais traquenard oui et non, parce que personnellement je pense que le stop pour Belal Muhammad, de toute façon on va voir ce qui va se passer dans le combat, sera arrivé tôt ou tard, parce qu'on est dans une catégorie où quand t'arrives au sommet du sommet du sommet, si t'es pas excellent au sol, mais quand je dis excellent, c'est que t'es reconnu comme tout le monde en tant qu'expert ultime, tu vas soit te taper Khamzat, soit te taper Colby, soit te taper Kamaru Usman. Et finalement, pour moi, le plus prenable, entre guillemets, pour Belal Muhammad, ou en tout cas pas prenable, mais où je voyais le plus de suspense pour lui, c'était contre Leon Edwards. Mais il y avait ce début de combat, et
Ok, ça a pas duré très longtemps, mais Leon Edwards prenait déjà l'avantage contre Belal Muhammad avant qu'il y ait le high poke qui fasse que le combat se termine. Mais en tout cas, on va dire stylistiquement, c'est celui où je pense qu'il a le plus d'occasion de s'exprimer. Big Rusty. On avance avec les autres combats qui ont été annoncés par Dana White pour le mois de juin. Mais parce que je sais pas, il y avait quoi parce que moi je pense là du coup j'ai envie de parler de Sean Strickland aussi contre Abus Magomedov. Bah oui, voilà, du coup, ça a été annoncé. Ah, oui, c'est en juillet. Ah, c'est en juillet. Eh bah c'est parti pour le mois de juillet alors. Bah c'est parti pour le mois de juillet. Bah donc, c'est ça. Moi en vrai, à part le fait qu'il déteste les Français, Sean Strickland, mais c'est plus une posture qu'autre chose, c'est plus pour faire de l'humour en fait, je pense qu'ils sont pas les couilles. Mais à part ce truc-là et le fait qu'il ait battu une autre gassure Nassourdine qui fait qu'on l'a un peu en travers de la gorge, en vrai, je peux pas m'empêcher de kiffer Sean Strickland, je dois avouer. Et du coup, bah ouais, mais oui, mais parce que je sais pas pour toi, tu vois, mais en vrai, il est tellement réel et authentique et il est marrant, il est vraiment marrant que, ok, il a pas le style de combat le plus spectaculaire, mais bon, bah, il est pas septième par hasard et il est tellement divertissant au micro que j'aime bien quand il combat en fait. Et en plus, là, donc il avait déjà fait contre Nassourdine en prenant le fight en short notice. Là, il refait un truc qui, honnêtement, ne peut que plaire aux fans. Le fait de prendre un combat contre un mec qui est pas classé, qui vient d'arriver à l'UFC, qui a un seul combat et qui est un monstre, c'est un énorme risque, mais c'est un énorme risque pour un mec qui est dans le top 10 mondial de prendre un gars non classé et qui vient d'arriver. Et franchement, que Sean Strickland prenne ce combat comme ça ne peut que plaire aux fans. Et d'ailleurs, là, les réponses sont c'est unanime, tellement les gens sont en mode ah oui, ok, il parle beaucoup, ok, il trash talk, mais d'accord, il a vraiment peur de rien, il s'en fout, il prend tout le monde. Et en plus, le combat est vraiment intéressant parce que Abus Magomedov, c'est un peu le monstre qui a bon, la marche peut être un peu haute du coup, mais que les gens vont découvrir. C'est un gars à part la défaite qu'il a eue au PFL, mais un truc, tu sais, c'est pour ceux qui vont aller le voir, elle est sur YouTube, cette défaite qui est, je crois, c'est en moins d'une minute, en 18 secondes, un truc comme ça. C'est terrible parce que c'est un de ses KO. Il a pris un KO direct. Tu te dis, mais putain, mais qu'est-ce que tu veux faire contre ça? Dans le sens, c'est un KO, vous allez voir, il recule parce que le mec arrive avec un gros crochet gauche, un leaping left hook. Il se protège et en gros, le coup lui touche le front. Ça fait bouger un petit peu sa tête qui fait un mouvement de biscotte et KO direct. Donc il le prend pas sur la mâchoire, c'est pas sur la tempe, c'est pas derrière l'oreille, c'est pas dans le foie. C'est un petit truc qui fait juste un mouvement un peu bizarre de la tête et KO immédiat. Alors que lui, il avait sa défense comme il faut, qui reculait, etc. Il y a toujours des ajustements à faire, mais tu te dis, putain, c'est vraiment pas de bol quand même. Parce que à part ce KO-là, c'est un monstre, Abus Magomedov. Je vais pas faire la vanne, c'est un magicien, Albus, d'un Boulder, tout ça, même si j'y pense depuis ce matin. Donc voilà, je l'ai faite quand même, je l'ai placé. Mais il est sur une série qui est monstrueuse au KSW, au PFL, au WSOF. C'est un gars, il est bon partout. C'est un très gros lutteur de base. Là, il s'est découvert un amour de tout ce qui est front kick au corps, à la tête, etc. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il a explosé son gars à l'UFC dans son premier combat. Et il est terrifiant. Dans tous les domaines, il est difficilement prenable. Là, c'est juste qu'il va tomber contre le numéro 7 mondial, contre Sean Strickland, qui est une horreur à prendre. Mais si jamais il s'en sort bien et si jamais il le bat, bah le mec là, vous le connaissez peut-être pas encore, mais c'est un futur peut-être énorme problème en middleweight. Assez ouf ce que fait l'UFC récemment en voulant vraiment pousser les gars. Quand je dis ça, c'est Sean Strickland déjà qui avait servi de rampe de lancement à Alex Pereira. Là, c'est la deuxième fois de sa carrière que ça arrive. Je pense qu'aussi c'est favorisé par le fait qu'Adesanya ait repris sa ceinture dans le sens où il faut vraiment des contenders frais. Mais c'est... Moi, ça me dérange pas du tout, parce qu'il y a certaines personnes, tu vois, qui peuvent être en mode c'est un manque de respect. On voit même Robert Whittaker qui expliquait là récemment, je crois que c'était par rapport à Khamzat Chimaev, où il disait moi je ne combats que des gars classés, il faut déjà avoir fait ses preuves avant d'affronter. Moi, j'ai pas de souci parce que il y a la loi du sport entre guillemets où si l'UFC il te met un gars qui est pas à ton niveau et que tu l'exploses. Comme en son temps, il y a Rodriguez contre Frankie Edgar, bon bah t'as montré en fait que toi t'es payé, t'as montré la différence de niveau, bon bah c'est parti, ça avance. Si par contre tu perds contre ce gars-là, bah, c'est qu'effectivement l'UFC avait raison de vous mettre face à face, et qu'en soi, le fait qu'il y ait un classement, ça ne veut rien dire parce que tu t'es fait démonter. Enfin je veux dire, quand il y a eu Li Jingliang contre Khamzat Chimaev, au niveau du classement, ça n'avait pas forcément de sens, mais quand tu vois ce qui s'est passé sur le combat,
bah oui, Ramzat était nettement supérieur, donc moi ça me pose pas de soucis, et au contraire, tu vois, je préfère quand c'est comme ça, plutôt que des situations, là on en a parlé plein de fois, mais à la Islam Makhachev ou d'autres gars qui sont obligés de combattre, alors qu'intrinsèquement ça fait 5 piges qui mériteraient, pas forcément d'avoir le title shot, mais en tout cas d'être dans le top 5 et d'avoir un mec dans le top 5. Est-ce qu'on a autre chose, Big Rusty, sous le coude? Sur le coude. Ouais, je crois. Il y avait un dernier combat. Ouais, bon, c'est pas le plus intéressant, mais bon, quand même. C'est Vettori contre Cannonier, qui a été annoncé aussi. Voilà. Mais c'est ok. C'est terrible ce combat-là. Et c'est là que c'est quand même. Enfin, sur le papier, de tous les combats qu'on a annoncés, c'est celui où il y a les mecs les mieux classés. Oui. Ouais. Oui, parce que même Benil Dariush contre Charles Oliveira, je crois. Parce que, ou peut-être pas, parce que Charles Oliveira, c'est un contre 3, enfin voilà. Mais là, c'est 3 contre 4. Donc sur le papier, tout le monde devrait être hypé. Mais parce que les gars ont perdu contre Robert Whittaker, ont perdu contre Israël Adesanya, les deux ont perdu contre ces gars-là, on connaît leur niveau, on connaît, c'est un peu dur ce que je vais dire, mais un peu leurs limites, et enfin, je vois pas dans quel monde les mecs pourraient progresser au point de les passer. Ouais. Moi, j'en ai rien à foutre. Enfin, vraiment, j'en ai rien à foutre, et j'ai même envie de dire, et c'est peut-être encore plus dur, j'aurais préféré que l'UFC continue sur un délire Vettori contre Dolidze, ou en tout cas, enfin, que ces gars-là, justement, servent peut-être de rampe de lancement aux nouveaux noms chez les middleweight, plutôt que de les voir s'affronter, parce que là, c'est un combat qui est dur pour les deux, enfin, dur pour les deux, on sait ce que les deux vont apporter, mais ça sert à rien, parce que là, l'un ou l'autre, ils vont pas avoir le title shot avec. J'aurais préféré, tu vois, par exemple, que l'UFC fasse un Jared Cannonier contre Paulo Costa. Grave. Ou même, enfin, pas forcément refaire, parce que ça n'a pas de sens, parce qu'on l'a déjà eu, mais quand je dis refaire, souvenez-vous du Paulo Costa Marvin Vettori, où c'était n'importe quoi, puisque Paulo Costa était arrivé en light heavyweight, enfin, c'était hors de forme, mais c'était un combat de malade. Parce que je crois que c'est le combat où il y a eu le plus de coups échangés dans l'histoire de la catégorie middleweight, parce que, bah, Vettori, pour le mettre KO, faut se lever extrêmement tôt. Paulo Costa, c'est le même délire. Donc, enfin, si vous avez pas la finesse technique d'Israël Adesanya, c'est un peu compliqué. Donc, non, moi, j'aurais vraiment signé pour des retrouvailles. Mais ce qui montre aussi peut-être que l'UFC nous prépare le fameux Paulo Costa contre Khamzat Chimaev pour le mois d'octobre à Abu Dhabi. En tout cas, on croise les doigts. Mais ouais, c'est des combats comme ça où ça m'intéresse pas trop. Mais c'est aussi une question, je pense, de personnalité. Parce que tu vois, même quand ils avaient fait Sean Strickland contre Jared Cannonier, où beaucoup pensaient que Sean Strickland avait gagné, moi, c'est pas un combat qui m'intéressait. Enfin, à partir du moment où, quand t'enlèves le côté personnalité, et que t'as pas d'enjeu pour la ceinture, ou que on peut se projeter vers un nouveau run, moi je sais que j'ai beaucoup de mal avec ça. Mais même pour eux, en fait, je me disais, genre, même pour Vettori d'un côté et Cannonier de l'autre, je me dis, ça doit pas être facile, en fait, de te dire, bon, bah, je vais combattre un mec, mais ça va mener nulle part, quel que soit le résultat que j'ai, en fait. Parce que même si Cannonier met le plus gros des KO, c'est pas pour ça qu'il aura un nouveau title shot d'ici 5 piges, tu vois. Pardon, j'en rajoute. Mais en tout cas, pas bientôt. Et bah, pour Vettori, lui, c'est très compliqué de gagner par finition. Et du coup, de toute manière, quoi qu'il arrive, il sait qu'il peut gagner ce qu'il veut contre Cannonier. Ça ne le fera pas avancer. Bah, dans les classements de tête, mais dans une perspective de titre, ça ne le fera pas avancer. Je sais pas comment ils font dans ces cas-là. Je pense que du coup, ils sont en mode, bon, bah, on va au travail, quoi. Voilà, c'est une journée au bureau. Pour toi, Pour toi, c'est le GOAT, Vettori? Bah non, évidemment. Non, mais oui. Italian GOAT. L'Italian GOAT. Non, mais oui, c'est encore une journée de taf, mais. Ah, ça me. Tu vois, quelque part, c'est assez compliqué. Surtout quand t'es dans une situation bouchée comme ça où t'as perdu contre le 1 et contre le 2. Parce que ça arrive que des gars aient perdu un title shot ou même. Enfin, voilà. On cite toujours l'exemple de Robert Whittaker, mais Robert Whittaker, il a perdu que contre Adesanya et tous les autres gars, ils s'en occupent, y a pas de problème. Donc t'as toujours. Quelque part, ou même comme Max Holloway contre Volkanovski, où c'est très compliqué aujourd'hui de justifier un 4e combat contre Volkanovski pour Holloway, un 3e combat contre Adesanya pour Whittaker, mais on peut pas s'empêcher de se dire, bon, il y a un coup ça a été serré, et tous les autres gars, ils montrent qu'il y a quelques kilomètres entre lui et la concurrence. Alors que là, pour les autres gars, c'est... Ouais, non, moi je préférais vraiment que l'UFC, tu vois, s'en serve un petit peu pour faire monter d'autres gars, ou quitte à juste faire des combats fun, tu vois, quelque part. Parce que là, mais en fait, c'est ça. Voilà, moi, je suis pas trop excité non plus stylistiquement, tu vois. Ben moi non plus, du tout. Mais c'est pour ça, effectivement, que bah, là,
ce que l'UFC fait ou essaie de faire avec Sean Strickland depuis plein de combats, de le mettre contre des gars qui du coup feraient monter ces gars-là, ce qu'ils ont fait avec Nassourdine, ce qu'ils font avec là Abus Magomedov, bah en vrai, franchement, faisons-le aussi avec des gars comme Marvin Vettori et des gars comme Cannonier. S'il faut faire monter du sang frais, autant si jamais là tu vois il y a donc 4 combattants, il y a Vettori, Cannonier et il y a 2 mecs un peu prometteurs. De toute façon, autant les mettre l'un et l'autre, Cannonier et Vettori, contre les mecs qui potentiellement peuvent monter ou peuvent montrer quelque chose de nouveau. Parce que bah, c'est vrai que sinon, ou soit des fun match-up, effectivement, qu'est-ce qu'on pourrait mettre C'est à la limite, ça n'aurait aucun sens. Mais à la limite, tu vois, si Cannonier il voulait ne pas faire le cutting, maintenant vu que voilà, ce serait pas le même light heavyweight, tu vois, mais un truc en light heavyweight en mode Cannonier versus Pereira pour un premier truc en fait, n'importe quoi me hyperait plus que là, ce combat-là qui ne va nulle part. C'est vraiment littéralement, quoi. Que veux-tu, Big Rusty, que veux-tu? En tout cas, on a terminé pour aujourd'hui. Shout out à Monsieur Protein. Moins 34% sur tous mes protéines avec le code la sueur. C'était exceptionnel. C'est aujourd'hui, c'est moins 34% sur tous mes protéines avec le code la sueur. Big Rusty, bien joué. Ilia Topuria contre Josh Emmett. Big Rusty, on allait oublier le plus important. Un véritable choc pour la catégorie featherweight. Je suis salement hypé parce que là, c'est écrit Fight of the Night de tous les côtés avec ce combat-là. Pour moi, j'ai juste très très peur pour Ilia Topuria parce que jusqu'à présent, ok, il m'impressionne parce que c'est quelqu'un de spectaculaire, mais je ne crois pas à Ilia Topuria en tant que futur champion featherweight parce qu'il se prend beaucoup trop de coups pour moi. Et s'il y a bien un mec dans cette catégorie avec lequel il faut pas jouer avec le feu, c'est Josh Emmett. Et donc c'est pour ça que j'ai très peur. Mais en tout cas, c'est un vrai banger et c'est aussi un combat comme ce dont on a parlé précédemment avec Magomedov contre Sean Strickland où l'UFC veut vraiment avancer avec l'un de ses prospects. Ouais, carrément. Bah, c'est un bon test de tous les côtés parce que Josh Emmett, c'est aussi un bon lutteur. C'est un mec, effectivement, qui envoie tous ses coups, t'as l'impression, à fond. Donc, c'est bien d'un autre côté parce que si jamais Topuria, un peu à la Chimaev contre Burns, même s'il galère, mais s'il bat Josh Emmett, bon, bah là, ça veut dire que honnêtement, tu peux le mettre dans un combat pour le titre si besoin, ça choquera pas. Il y aura peut-être des gars qui le mériteraient un peu plus, peut-être, mais ça choquera pas. Donc, en vrai, 2 combats entre, donc, si je ne m'abuse, 2 mecs du top 10. Là, pour Topuria, c'est le moment de vraiment mettre le dernier clou dans le cercueil de je suis là et je suis le prochain contender et ça va faire mal. Et puis, effectivement, je vois difficilement comment ça pourrait être un combat chiant. Je vois pas. Les deux envoient la sauce au maximum debout. Topuria, c'est un véritable magicien au sol et c'est un mec que personne ne veut vraiment tester dans ce domaine-là parce que c'est trop dangereux. Bah, il vient quand même si Bryce Mitchell n'était pas dans les meilleures conditions, il vient quand même de soumettre Bryce Mitchell. C'est ce qui veut dire quand même quelque chose. Donc, énorme banger. Effectivement, en plus, les enjeux sont tels, surtout du côté de Topuria, que ça peut être très intéressant pour la suite. Non, franchement, là, très bon matchmaking en vrai, encore de la part de l'UFC. Là, on n'est pas sponsor, hein, mais il faut le dire, quoi. Oh, si, on peut dire, on est payé par l'UFC tous les mois. On reçoit des dizaines de millions de dollars, les gars. Mais ouais, non, je suis très chaud pour ce combat-là et... Non, tu vois, je serais pas contre que le vainqueur prenne Max Holloway, tu vois. Grave. Ouh là là. T'imagines si Topuria fait une grosse perf, un Topuria Holloway. En plus, on gagnerait un peu de temps pour Max Holloway dans le sens... Bon, ok, il y a encore quelqu'un qu'on peut lui mettre qui serait intéressant. Enfin, après, on dit ça, mais d'un autre côté, est-ce que l'UFC aurait pas intérêt à justement garder Topuria pour un contender pour Alex, en fait, plutôt? Parce que c'est le champion à qui il faudra donner un contender, surtout. C'est vrai, mais ce que le champion a dit, Volkanovski, c'est qu'en haut, l'UFC lui a proposé la revanche contre Islam Makhachev un peu plus tard dans l'année, et il voulait pas s'arrêter, Volkanovski, du coup il a dit, bah je prends Yair Rodriguez entre-temps, et du coup il affronte Yair Rodriguez en juillet, ouais. Ah mais quel beau gosse! Ouais. Non, c'est fort, hein, parce que Yair Rodriguez, je pense que Volkanovski va le battre, mais c'est pas un mec facile en fait, Yair Rodriguez. C'est pas un mec facile
Et tu vois, je m'étais refait il y a pas longtemps le combat, et c'est pour ça que moi ça me fait vraiment très peur, tu vois, le combat Yair Rodriguez contre Volkanovski, c'est qu'encore une fois, comme ce qui se passe là avec Pavlovich contre Curtis Blades, moi ça m'énerve beaucoup quand il y a des gars qui montent dans la catégorie, qu'on a vu leurs limites face à un style de combattant en particulier, qu'ils ne réaffrontent pas ce combattant avec ce style, parce que tu peux progresser, mais il y a rien de plus vrai que ce qui se passe dans la cage. Et le problème, c'est que depuis Yair Rodriguez, il a affronté que des strikers, et quand il a affronté Max Holloway, il a gagné parce que Max Holloway a utilisé sa lutte, ce qui n'arrive jamais. Ouais. Ce qui n'arrive jamais. Et donc si Max Holloway gagne un combat contre toi en utilisant sa lutte, qu'est-ce que va faire Volkanovski? Voilà. Surtout, effectivement, que c'est là où ça avait pêché contre Frankie Edgar. Alors, c'était il y a plusieurs printemps, hein, mais c'était tellement clair et net qu'effectivement, on a envie de se dire, bon, bah, du coup, là, il y aura le nouveau test de la lutte contre. Bah, le problème, c'est que ce sera contre le champion, quoi. Donc, ça, effectivement, ça peut être compliqué. C'est pour ça. Et tu vois, d'une certaine manière, en fait, c'est presque une victoire pour moi de Yair Rodriguez, tu vois, parce qu'il a affronté Max Holloway, qui est l'un des meilleurs strikers toutes catégories confondues, et il a obligé Max Holloway, quand Max Holloway était un peu plus loin et que c'était chaud, à utiliser, parce que c'était, enfin, clairement, quand vous regardez les moments où Max Holloway utilisait sa lutte, t'avais pas du tout ce côté, bon bah ok, on va faire un game plan où il va y avoir les changements de niveau, on va instaurer ça. Non, c'était en mode panique à bord, là, les gars, ouais, c'est ça. Donc, non, c'est pour ça, je pense que ça va être très chaud, même si bon, je pense que le fait que, voilà, Volkanovski arrive à chaque fois avec des bons game plans, il a montré tous ses progrès, enfin, sa lutte, il l'a toujours utilisé. Il a montré tous ses progrès en lutte défensive contre Islam Makhachev, et vous savez que quand vous faites de la lutte défensive, vous faites aussi de la lutte offensive. C'est pour ça que moi, ça m'inquiète un peu pour lui. Mais bon, réponse au mois de juillet prochain. Mais Rusty, on a terminé? Ouais, bah juste évoquer le fait quand même que c'est historiquement, c'est toujours des très mauvais bails de prévoir des combats après, quand t'es soit un contender, soit un champion, en mode ouais, bon là j'ai Yair Rodriguez, mais après moi je vise quand même ça. Donc, est-ce que la malédiction de parler d'un combat qui se passe avant celui que tu as prévu s'appliquera à Volkanovski? Bah, on verra. Réponse très bientôt. À la prochaine. I'm fucking coming for you!